Donc on va essayer de créer ce qu'on appelle un traceur 3D. Alors vous voyez ici on obtient une courbe et puis vous voyez ici on a un petit cube et le petit cube en se déplaçant la dessine. On va vérifier ça sur un exemple, hein. On va se mettre au début, vous voyez, j'ai mis pratiquement aucune, voilà, et vous voyez le point se déplace suivant une certaine équation et ça décrit la courbe. Hein, c'est un traceur en 3D en plus. Hein, c'est ça qui est à partir d'une équation qu'on verra qui est un petit texte qu'on met dans un script Python. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de voir la structure que peut avoir un tel programme. D'accord? Donc, on va se remettre ici dans un nouveau programme. Hein, on a un aperçu en dessous de tout le système. Voilà. Voilà. Je remets tout en place ici et on va essayer d'aller voir ensemble la structure du programme que l'on va essayer de faire en géométrique Node. Alors, j'ai fait un petit schéma de préparation. Voilà, je vous le montre. Voilà. On va d'abord créer un petit cube de dimension, oh j'ai mis 0,17, ça peut être, on choisit quelque chose d'assez petit. Et en géométrique Node, on va avoir un programme principal, d'accord, qui appelle une boucle, hein, parce que ça marche comme ça en géométrique Node. Donc cette boucle, elle est là, il y a son début ici et sa fin ici. Et on va itérer ça sur le compteur de la boucle. Hein. Je n'ai pas noté exactement sur quoi, mais c'est le compteur de la boucle. Un corps de programme qui est ici. Alors quel est ce corps de programme? Ben, il va appeler un script. Et ce script, justement, ça va être justement de créer une curve à partir de la position du petit cube. D'accord? Alors, le script, il est là, il est appelé comme un sous-module, si vous voulez. Donc, vous avez un module de boucle qui appelle un script, d'accord? Et ce script renvoie la position calculée, qui va permettre de positionner le cube, et on renvoie l'ensemble des positions au programme principal, qui, à partir de tous ces points, de toutes ces positions, va créer une courbe qui passe par ces points. D'accord? Voilà, en gros, l'idée. Alors maintenant, on va regarder comment on peut faire ça. Donc déjà, il faut essayer de réduire au maximum. Bon, on a dit 0,17. Bon, on va regarder sur N. On va faire un scale S, sur le petit cube. On va le ramener à... Moi, je vais mettre 0,27. On le verra mieux comme ça, hein, parce que les écrans en étant petits, enfin vous le mettez à la taille que vous voulez. Voilà. Donc ça c'est, on va appeler ça le pointeur. D'accord? Voilà, pour se repérer. Bon, je vais cacher la lumière et la caméra, on n'en a pas besoin, et je vais couper, bon je vais faire disparaître mon panneau L, et je vais couper ici, je vais peut-être activer, si je la trouve, N, voilà, screen, le screencast. Où est-ce qu'il est le screencast? Voilà. Je vais remettre les 0. Voilà. 0,45, c'est pas mal. Hein, vous voyez à peu près la souris et je vais pouvoir manipuler. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais donc, hop, horizontal split, manipuler ici. Alors, je vais aller dans
les animation nodes, hein, c'est les nodes d'animation. Alors je vous rappelle les nodes d'animation, il y a un petit moteur qui tourne et qui entraîne tous les petits programmes que je mets à l'intérieur ici. Donc, c'est très rapide, vous allez sur mon site si vous voulez beaucoup plus de détails. Voilà, alors, surtout vérifier ici, alors ça c'est la vitesse, c'est la vitesse du moteur, si j'ose dire. Alors vous allez dans le node 3 et vous vérifiez qu'on n'est pas sur Always, pour pas que le moteur tourne en permanence, hein, sinon on risque des crashs. On va le faire, on coche simplement Send Changed, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais modifier quelque chose sur la scène, que je vais faire des modifications de paramètres, eh bien ça va s'activer et le moteur va se mettre en marche pour calculer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais créer une boucle, déjà, pour que vous vous rappelez, hein, il y avait une boucle, Shift A, donc je vais faire Shift A, et je vais créer ma boucle. Alors, comment faire une boucle? Vous avez Subprogram ici, et vous avez Loop. Et ça vous crée automatiquement une Loop Input. Alors, la Loop Input, je vous rappelle, hein, son index, c'est son compteur, en quelque sorte. Alors, pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche, on va ouvrir sur le côté, ici, une petite fenêtre horizontale split, non, verticale split, pardon, là, où on ira écrire dans le texte editor quelque chose qui est le texte de calcul que l'on va utiliser pour calculer les positions des points. Alors, cette boucle va donc reproduire ce texte de calcul selon l'itérateur qui est ici, qui est l'index. Hein. C'est ça, l'itérateur. D'ailleurs, on peut le voir, on verra tout à l'heure comment on peut le visualiser. On peut visualiser son écoulement, du coup. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, on va préparer notre petit programme. Donc, on va l'appeler déjà. Hein, on va prendre les précautions. Je vais tirer un peu, c'est un peu petit. Je vais ramener ça pour qu'on le reste sur un. Texte, celui-là, on va l'appeler calcul. D'accord? Voilà. Alors, contrôle avec la roulette pour augmenter la taille. Et je vais créer mon petit programme en Python qui calcule. Bon, on va commencer par l'équation paramétrique d'un cercle. Hein. En gros, à partir du rayon, du cosinus, de l'angle θ, de rotation, du paramétrage. Voilà. Alors, on a donc surtout à faire, alors import, mais on n'a pas BPY, parce que le node que l'on va utiliser ici, qui s'appelle un node script, lui, il l'a déjà implicitement import BPY. Mais par contre, ce qu'il n'a pas, c'est le module math. Le module math sert à utiliser toutes les fonctions mathématiques que l'on connaît. Hein. Donc, je vais avoir à calculer l'équation d'un cercle, je vais avoir donc l'abscisse du point qui va m'intéresser, c'est-à-dire que je vais partir d'un point, je vais l'appeler P, qui a pour coordonnées 0,0,0. Hein, je vous rappelle, on initialise toujours. Et puis, on va calculer ses coordonnées. Donc, x égale. Alors, on aura un certain paramètre à importer, qui s'appelle R, qui sera le rayon du cercle, étoile. Alors là, je vais avoir le cosinus. Mais math, je suis obligé d'appeler le module math, qui va me permettre d'appeler la fonction cosinus, et ceci sur t, qui va être le paramètre de définition de la rotation. Hein, c'est-à-dire le t, c'est le θ dans un cercle. Alors, y va être égal, lui, à r étoile math. Oh, j'aime bien mettre des espaces. Hein. Étoile math point sinus de t. Parenthèse. Voilà. Et qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer le point P de coordonnées. Alors, je vais faire Z aussi. Je vais mettre Z, ça me permettra de faire des courbes 3D. Moi, là, j'en aurai pas besoin parce que je vais commencer par des courbes 2D, mais je pourrais mettre une fonction ici. Donc, j'aurais plus qu'à changer ce petit programme, ici,
pour changer d'équation. D'accord? Alors, il suffira que je fasse un petit texte différent et je le mettrai là-dedans. Alors, d'ailleurs, celui-là, je vais changer son nom quand j'aurai fini. Hein, parce que ici, là, j'écris à la fin P reçoit X, Y, Z, fermez la parenthèse. J'aurais dû mettre des blancs aussi ici. J'aime bien mettre des blancs un maximum. Voilà. Et celui-là, je vais changer, je ne vais pas l'appeler calcul, je vais l'appeler cercle. D'accord? Pour me repérer dans toutes les équations que je ferai qui seront toutes associées à un petit texte. Bon. Revenons donc ici à ce qui va se passer pour loop. Alors, loop, il faut que je lui transmette surtout le script. Alors, le script, ça va être un truc qu'on va aller chercher ici, sur le programme, script. Voilà. Lui, si je regarde en détail, il a un texte, il va aller chercher le texte qui est le cercle, c'est-à-dire ce texte-là. Bon, je vais l'appeler calcul, lui, justement. Calcul, d'accord? Mais, pour pouvoir le calculer, il faut que je lui importe les valeurs paramétriques qui sont là. Et, en sortie, je dise que c'est P que je renvoie. Donc, vous voyez, vous avez des new input et des new output. Donc, dans les new input, je vais créer un float, le premier float qui va être tout simplement R, d'accord? C'est-à-dire le rayon du cercle. Et puis, le deuxième float, ça va être T, puisque je vais avoir besoin de trouver la manière. Alors, T va être calculé à partir de l'index et puis de quelque chose d'autre sur lequel on va réfléchir. Donc, R. Ensuite, donc, je vais insérer un nouveau input qui va être T, qui va être un float aussi, que je vais mettre ici, que je vais appeler T. D'accord? Qui va être calculé à partir de l'index, mais avec quelque chose d'autre. Alors, si l'ordre ne vous plaît pas, ça peut arriver que des fois, je préfère que ça soit au-dessus, ça, parce que ça va se croiser là-haut, eh bien, ce que vous faites, vous pouvez faire N, vous voyez, ici, vous vous mettez ici sur, je crois que c'est Node, voilà. Alors, vous voyez, je retrouve ici mes entrées, R et T, ça c'est les sorties, output pour l'instant je n'en ai pas fait, mais je vais en faire. Par exemple, j'aimerais que T soit au-dessus de R. Alors, ce que je fais, c'est je sélectionne T, et vous voyez, j'utilise je fais une petite flèche. Alors, vous me direz, ça ne bouge pas tout de suite ici, mais ça va venir. Ça va venir quand je vais l'utiliser. D'accord? Alors, c'est pas en automatique direct, ça se fait après utilisation. Comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser déjà mes éléments de calcul. Il faut que ça, c'est pour le sous-programme, le script, si vous voulez, qui est un truc à part. Mais la boucle va utiliser ce script et cette boucle va être utilisée par un programme ici. Donc, il faut que j'appelle simultanément d'abord le script dans la boucle. Revenez au schéma que je vous ai donné. Donc, je vais faire appeler le script, je vais faire donc subprogramme, invoke subprogramme. Je vais invoquer dans la boucle le script. Donc, toc. Donc, calcul, je l'invoque ici. OK. D'accord? Donc, vous voyez, T et A apparaissent là. Et dans le bon ordre. Vous voyez, ils se sont mis dans le bon ordre. Alors maintenant, comment je vais calculer T? Mais il faut que je puisse les envoyer par l'intermédiaire de la boucle, parce que ça, c'est des paramètres généraux. Il faut donc que je paramètre aussi la loupe, la boucle, pardon. Donc que je crée ici new, d'abord float. Alors, réfléchissons un peu. Il va falloir que je lui envoie R, mais il va falloir que je lui envoie un autre paramètre qui va me permettre de calculer T. Pourquoi? Parce que la pulsation, enfin l'index ici, envoie avec une certaine périodicité, avec la vitesse du moteur.
mais il se peut que cette vitesse soit trop importante. Donc il me faut un facteur correctif pour pouvoir éventuellement ralentir le mouvement et voir les choses se faire. Donc je vais mettre un facteur qui s'appelle pass et qui va me permettre de calculer à partir de l'index le paramètre t. C'est-à-dire que je vais faire Shift A un node mathématique, number math, qui va prendre mon index, d'accord, la diviser par le pas pour éventuellement ralentir. Alors j'ai dit diviser, hein, donc division. Vous voulez division? J'ai perdu division. Alors, divide, hein, je ne vois pas bien. Voilà. Donc si j'augmente le pas, vous voyez que la vitesse va diminuer. Ce qui va me permettre de calculer t, c'est-à-dire la périodicité hein, qui va intervenir ici dans le calcul, c'est-à-dire en gros la vitesse de rotation, si je peux dire ça comme ça. Bon, alors par contre, ici, il me faut R aussi, donc il faut un nouveau paramètre qu'on appelle R, float, R. D'accord? Voilà. Et lui, je vais le relier directement ici. Ah, on commence à voir les choses. Mais ça me calcule, au fond, la position du point. Mais il faut que je la sorte, cette position, parce qu'elle est ici. D'accord? Il faut donc que je fasse ici ce qu'on appelle un output sur le script pour récupérer le point P. Donc je vais faire new output, et je vais prendre un vecteur, et je vais l'appeler P. D'accord? Ce qui va me permettre de créer le fameux P ici de sortie. Hein, parce que c'est lui qui va sortir et qui va calculer. Alors à partir de ce point P, je vais faire quoi? Je vais déjà, d'un côté, si vous voulez, essayer de comprendre comment je vais appeler ça, parce que ça, n'oubliez pas que je suis ici dans les sous-programmes. Hein. Alors pour un peu vous repérer, je vais faire quelque chose. Je vais Shift A, je vais ajouter des frames, c'est-à-dire des entourages, qui vont permettre de regrouper avec des commentaires les différents petits sous-programmes. Alors déjà, je vais prendre le script et je vais le mettre là-dedans. D'accord? Donc là, comme ça, vous localiserez que ceci, c'est le module script. D'accord? Donc je vais l'appeler tout de suite. Je vais pousser un peu ça, tout ça, pour que vous voyez un peu mieux. J'y arrive pas. Voilà. Pas facile. Voilà. Hop. Et hop. Donc frame, je vais l'appeler module script. Hein, c'est-à-dire c'est un sous-programme. Oh, je vais peut-être l'appeler sous-programme. Sub. Sub. PRG. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Enfin, je pense. Sub PRG script. Donc ça va être appelé par quoi? Ça va être appelé par ça. Mais ça, c'est une boucle qui est elle-même un sous-programme. Donc, je vais refaire une frame, Shift A, Viewer Layout Frame. Voilà. Je vais prendre les trois. Et voilà. Toc. Ah, j'y arrive pas. Voilà, Voilà. Alors ça, par contre, ça va être le sous-programme boucle. Donc je vais ici dans Node, sub PHP, boucle. Voilà. Et là, vous voyez, j'invoque le script. D'accord? Je me suis encore trompé.
à chaque fois, je me fais avoir, au lieu de sélectionner la frame, submerger, boucle. Voilà, d'accord? Donc vous avez le subprogramme, et bon, on pourrait même marquer que ça appelle, hein, bon, on va faire les choses quand même un peu plus rapidement. D'accord? Bon. Alors, malgré tout, dans le sous-programme book, ce qu'il faut, c'est quand même faire, renvoyer la position, hein, du point P. Donc il y a deux choses. Il y a déjà ici, je vais ajouter Shift A. Shift A, effectivement, déplacer mon point, déplacer la position de mon cube sur le point. Donc je vais prendre un transform output, ici. Je vais le mettre en translation. Je vais associer ici le cube, le pointeur, d'accord? Et je vais y mettre la valeur ici, d'accord? Et je rentre à l'intérieur de ma boucle, d'accord? Bon. Ça, c'est assez intéressant à voir, hein, parce que je vais renvoyer ici maintenant tout ça au corps du programme. Et le corps du programme, je vais le faire au-dessus. Je vais faire appel de la boucle. Shift A, je vais donc faire invoke subprogram. Je vais faire choose, et puis je vais faire my loop, enfin ma boucle. Voilà. OK. D'accord. Mais là encore, je regarde un peu ce que j'ai. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'itération. Alors l'itération, ça va être ce qui va faire le nombre de tours, hein, ce qui va me déplacer mon pointeur en créant des tours dans la boucle. Hein. Pour l'instant, j'ai aucun tour, donc il ne se passe rien. Passe, je vais y donner une valeur. Je vais voir à peu près. Je vais y mettre, je sais pas moi, 0.0, 0.1 pour l'instant. Je ne sais pas trop, ça dépend la vitesse à laquelle ça va faire. R, bon, je vais mettre un rayon égal à 2, par exemple, pour tracer mon cercle. Voilà. Et puis, maintenant, il ne me reste plus qu'à regarder un petit peu ce qui se passe si j'augmente les itérations. Alors, si j'augmente les itérations, regardez, ça va un peu vite, hein, mais regardez le petit cube, il se déplace. Hein. On voit bien, je vais le sélectionner pour que vous le voyez mieux. Vous voyez que le petit cube se déplace sur une trajectoire circulaire. D'accord? Alors, pour voir mieux ça, ce que l'on va faire, on va créer une liste de points à l'aide de la boucle, d'accord? Et on va récupérer cette liste de points pour les relier et faire une curve qui passe par eux. Alors, pour créer une liste de points, je vais aller dans ma boucle et je vais faire une sortie, un générateur output, d'accord? C'est-à-dire, je vais créer une liste, vector list, voilà, je l'ai, voilà, regardez, c'est un petit nœud, qui va créer la liste des points P, voilà, X, je la mets là, B, et je vais la récupérer. Je vais la récupérer où? Je vais la récupérer ici, vous voyez? Elle est là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir de cette vector list? Eh bien, je vais utiliser des nodes géométriques de courbes. Le premier qui est assez intéressant, c'est, alors je crois qu'il est spline from point, create from point, c'est-à-dire je crée une curve, c'est-à-dire une curve, mais je vais avoir besoin de quelque chose. Je vais avoir besoin d'une courbe de Bézier pour
ici, je vais la mettre dans le panneau 3D pour pouvoir l'utiliser et lui affecter des points par les instructions des Geometry Nodes. Alors, il va donc falloir ici que j'ajoute Shift à une curve de Bézier. Hein. Je vais l'appeler base, hein, puisque c'est elle qui me sert de base, parce que je vais lui affecter les points, enfin, je vais lui affecter comme direction les points que je calcule. D'accord? Donc, déjà, je fournis à les points ici à spline from curve. D'accord? Je vais après mettre éventuellement des paramètres. Mais après, je vais faire Shift à curve, curve output, c'est-à-dire je vais l'afficher. D'accord? Je vais l'afficher, c'est-à-dire je vais afficher les valeurs des points sur le modèle que j'ai choisi. Alors, où est-ce que c'est curve? Bon, je vais attendre. Hein, je vais mettre curve. Alors, curve object output. Je vais réussir. Shift A, je vais aller dans curve. Spline, pardon. Ah oui. Oui. Shift A. Spline object output. Le voilà. J'ai eu du mal. Alors, je vais chercher ma base, hein, ma courbe de base. J'aurais pu l'appeler courbe de base, ça aurait été plus clair. Je vais y affecter les points, d'accord? Mais je vais dire qu'il faut qu'elle prenne la liste. Et alors là, ça me donne un truc un peu bizarre, mais on va un peu travailler dessus. On va regarder pourquoi ça me fait ça. C'est peut-être le pas qui ne va pas. Je vais regarder. Je vais augmenter l'itération. Voilà, c'est mieux. Hein, il faut prendre un pas un peu. Je regarde un peu. Hein. Voilà, si je mets un pas un peu trop grand, ça me donne pas ce que je veux. Hein. Faut ajuster, hein, là. Faut que vous travaillez ça, parce que pas égal moins 0,8, il se trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et là, si j'augmente, alors, l'itération me permet d'animer, vous voyez, hein, le processus de calcul. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. On peut ajouter le bevel, ce qui va donner de l'épaisseur à la courbe, et la résolution éventuellement. Alors, regardez le bevel, l'avantage, c'est qu'on voit un petit peu mieux la courbe. Alors ça, vous me direz, c'est pour un cercle, d'accord? Eh bien, donc vous voyez, l'ensemble du travail, il est là. Donc le petit script est transmis ici. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on peut chercher des fonctions comme on veut. On va en chercher quelques-unes. On va faire... alors, attendez, je vais chercher... Alors, pour vous montrer un petit peu, j'ai été chercher un petit fichier texte que j'ai sur le dessin d'un nœud. Alors, je vais prendre un nouveau texte. Hein, je vais ici, new text, vous voyez, vous faites tout simplement ça. Vous l'appelez comme vous voulez, nœud par exemple. Alors, voici une équation d'un nœud spécifique, rentrée sur le même modèle, seulement l'équation qui est ici n'est pas la même. Vous voyez que Z intervient. Et alors, vous me direz comment je vais passer de l'un à l'autre. Ben, c'est assez simple. D'abord, pour éviter les ennuis, je mets mon itération à 0, hein, c'est-à-dire je réinitialise mon grapheur. Et puis, je vais ici dans les scripts, dans le script, hein, je vais grossir pour que vous voyez bien, je vais aller chercher nœud. Voilà. Et je vais itérer le processus en augmentant, regardez, hop,
voilà le dessin qui s'est fait, et voilà l'itération qui est produite. Alors, il y a une petite chose que j'aimerais vous montrer en plus. Alors c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le fenêtrage, mais enfin on va le faire quand même. Il se peut que vous ayez un ennui de calcul là-dedans, par exemple dans la boucle. Et comment faire pour voir si ce qui sort est correct, si les valeurs vous semblent un petit peu correctes. Hein, par exemple, on peut diminuer ici le nombre d'itérations, on peut revenir à 1 par exemple, ou 2, on va mettre 2 par exemple, parce que c'est 1, c'est pas beaucoup. Voilà, 2, 3. Voilà. Alors, comment voir si ces points correspondent à ce que vous avez calculé, que vous pouvez calculer sur votre petite calculette préférée? Eh bien, il suffit de faire deux choses. D'abord, on va créer, en plus, ici, un fichier texte. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si j'y arrive, hein, voilà. Ici, new text, vous voyez, c'est marqué new, voilà, et je l'appelle texte, peu importe, m'en fous. Mais, par contre, où je vais pas m'en foutre, c'est que je vais aller chercher Shift A dans les viewers, loop viewer, d'accord? Et lui, loop viewer, c'est marqué dessus, hein, si vous regardez bien, il est utilisable qu'à l'intérieur d'une boucle, d'accord? Donc je vais le mettre à l'intérieur de ma boucle ici, et je vais le relier, je vais tirer un peu là, et je vais le relier ici à, je voudrais voir les valeurs de P, par exemple. Alors, si j'augmente un peu là, ah bah oui, mais j'ai pas mis le texte, j'ai pas mis le fichier texte. Voilà, regardez. En mettant le fichier texte ici, vous voyez apparaître les valeurs. Hein, par exemple, ici, si je diminue un peu, vous voyez, vous avez la valeur des vecteurs qui sortent. Et là, vous pouvez faire ça pour n'importe quel élément, ça peut être un vecteur, ça peut être n'importe quoi. Et vous verrez, vous affichez. Ça, c'est assez pratique, hein, des fois, pour les calculs. Hein. Voilà. Et donc, bah, évidemment, si vous faites tout, bah, vous allez voir tout apparaître. D'accord? Voilà. Voilà, alors évidemment, vous pouvez rentrer, vous pouvez paramétrer des tas de fonctions. Hein, par exemple, même si vous avez des fonctions sous la forme y égale f de x, hein, c'est-à-dire en fonction liaison directement des coordonnées, par exemple dans le plan, eh bien, bah, vous faites x égale t, et ce qui va vous donner un paramètre, et puis vous faites y égale f de t. Ça vous donne une équation paramétrique que vous rentrez dans le script, hein, qui est, par exemple, ici le script qui est là. D'accord? Donc vous avez x de t et y égale cosinus machin t. D'accord? Voilà. Alors on va prendre un autre exemple de graffeur construit dans Blender, mais cette fois purement avec Python. On verra pourquoi j'ai séparé les deux. Il y a des représentations mathématiques qui sont plus faciles à représenter dans un monde que dans l'autre. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un prétexte pour voir des petits bouts de Python qui font des petits modules qui font des tâches spéciales, par exemple créer une collection, mettre un objet dans une collection, créer des mèches et ainsi de suite. Ça va être des petits modules qu'on va observer les uns après les autres pour construire finalement ce que je vais vous montrer maintenant. Alors si j'exécute un petit peu ce que j'ai programmé. Là, j'ai programmé en gros une hélice. Hein. Une hélice, bon, je mettrai son équation après. Voilà à peu près ce que ça donne lorsque on exécute. Alors ici, vous voyez, ce cube, c'est ce qu'on appelle le pointeur de traçage. C'est lui qui va permettre de laisser sa trace, si j'ose dire, de la courbe qui représente une certaine équation paramétrique ici. Alors si je lance le travail, voilà, pouf, vous avez l'ellipse qui est dessinée avec, vous voyez, le pointeur qui arrive au bout. Hein, pas l'ellipse, l'hélice, pardon. Voilà, on a donc notre dessin qui s'est fait.
Voilà, à partir d'un programme Python. Vous voyez que c'est excessivement rapide, pourtant il y a beaucoup de choses qui sont faites d'un seul coup. Et on obtient ce dessin que bien sûr après on peut arranger, hein. On peut lui donner une forme, une épaisseur et ainsi de suite, on verra, hein. Pour l'instant c'est brut de décoffrage pour comprendre les petits bouts qui vont nous permettre d'arriver à ce résultat, en particulier dans ce cas précis. Premier petit bout que l'on va observer, c'est celui qui consiste à créer ce qu'on appelle une ligne, c'est-à-dire en gros un edge compris entre deux vertices, d'accord? Alors là, bon, je vais lancer le petit programme que je vais vous montrer après pour voir un peu comment c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, si je lance, on voit apparaître, bon, c'est un peu petit, d'accord, mais on voit apparaître ici nos deux morceaux de ligne, hein, déjà. On en a créé un premier. Je vais pousser un peu. Je vais faire T. Je vais faire ça. Je vais pousser un peu mon cube. Vous voyez, on a notre ligne ici et notre ligne ici. Hein, deux lignes qui sont comprises entre deux vertices. Comment peut-on faire ça? Alors bien sûr, les coordonnées des extrémités sont... Là, je me suis arrangé pour que l'extrémité de la première soit l'origine de la deuxième. Alors comment fait-on ça en Python? Alors, faut regarder bien en détail parce que je veux dire, c'est une habitude à prendre, mais c'est aussi une manière de voir les choses assez précise. Alors, on va se placer par exemple ici. Oh ben non, attendez, je vais ramener ma fenêtre carrément. Voilà, pouf, je pourrais l'éloigner après si j'en ai besoin. Voilà le petit programme qui fait ça avec les commentaires. Et vous voyez que ici, j'ai créé mes deux lignes, ligne 0 et ligne 1. Ça, j'en ai pas besoin. Join. Hop. Pardon. Je peux pas. Bon. Il y a des moments, les choses ne se fassent pas comme je veux. Bon, alors on va regarder ça en détail. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai créé, je vais pousser un peu pour que ce soit le plus clair possible. J'ai créé d'abord un import bpy, ce qui est le début d'un programme Python ordinaire. Et puis, j'importe bmesh. Qu'est-ce que c'est que bmesh? Alors, on va simplifier les choses en disant que mesh, c'est en gros les mèches, les vertices, les edges et les faces qui construisent quelque chose, un ensemble qui s'appelle un mesh. Pour construire ça, on a les moyens de la, comment ça s'appelle, de l'interface courante qui consiste à faire, se mettre en mode edit et ainsi de suite, tout un tas de travail pour créer ça à la main. Mais bon, ça veut dire que l'interface fait appel à des opérateurs qui sont déjà préprogrammés, d'ailleurs en Python. Alors maintenant, comment peut-on faire autrement? Eh bien justement, les bmesh, je ne sais pas l'abréviation B, sont utilisées énormément en programmation parce qu'elles permettent de manipuler facilement la construction de ces fameux mesh. Hein, c'est-à-dire on peut les construire très facilement et puis après les injecter dans un mesh. On va voir ensemble comment ça se fait. Par exemple ici, j'ai une ligne à construire à partir d'un vertex de début, un vertex de fin et un nom que j'ai choisi pour ce groupe. Hein, et j'ai créé un module qui est une procédure et on va regarder ensemble ce que c'est. Alors déjà, je crée un objet name qui est nom, d'accord? Et une fois que j'ai cet objet, je vais créer les données associées à ce nom, d'accord? Donc je crée mesh data, machin, voilà l'instruction qui crée les données associées à ce nom, les données d'un mesh. Mais pour l'instant, il n'y a rien dedans, hein, c'est un nom vide. Associé à ça,
on va mettre un objet qui va figurer dans la structure de Blender sous la forme d'un objet, c'est-à-dire un objet étant par exemple un cube, et puis dedans il y a les données de ce cube, les données étant les vertices, les edges et ainsi de suite. Autre chose importante, c'est que ça, ce sont des données calculées. Il faut les mettre en relation avec l'interface du panneau 3D View, c'est-à-dire je vais accrocher l'objet en question, c'est-à-dire le mesh objet que j'ai envie de créer, je vais l'accrocher à la collection de la scène, que je suis en train de travailler. La collection de la scène, c'est ça, hein, c'est ce truc-là, d'accord? Et puis, pour pouvoir véritablement créer facilement ce mesh, cet objet, à partir donc du mesh, eh bien, je vais créer justement un bmesh. Ce bmesh, bon, ici par exemple, ici je l'appelle BM, c'est lui que je vais manipuler très facilement avec des instructions et ensuite que je vais réinjecter dans le mesh qui lui est manipulable plus facilement avec l'interface classique. Mais en programmation, ça va aller plus vite. Alors, comment? Vous voyez que si je construis le bmesh BM, pour construire des vertex, j'écris tout simplement que vertex 1, c'est new, associé au vertex fin, c'est-à-dire ça c'est des coordonnées, c'est des points si vous voulez, que j'envoie, et lui il est converti en vertex du bmesh, et puis ensuite je dis crée-moi l'edge associé à ces deux vertex dans le bmesh, bien sûr. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends le bmesh et je l'injecte, j'injecte ces données dans le mesh que j'ai initialisé ici de nom bidule. Là. Et puis après, je update, c'est-à-dire je mets à jour. Et puis enfin, je libère free. Voilà. Voilà comment on crée, si vous voulez, facilement des lignes. Alors, comment ça s'appelle? Comment on l'appelle du programme principal? Voyez, on crée deux vertices, n'importe lesquels. Hein. Bon, j'ai pris V1 égale l'origine, V2 égale 0,04. Je désélecte tout. Bon, ça, c'est pas utile, mais enfin, moi, je préfère le faire. Et puis, je dis, le nom que je veux, c'est ligne 0, par exemple. Je l'appelle ligne 0. Et puis, j'envoie ma procédure, ligne V1N. Et ça me rend mon premier petit bout. Hein, si je regarde de près ici, peut-être pas facile à lire. Voilà. Non, je ne voudrais pas ça. Je voudrais sélectionner. Je vais y arriver. Je vais sélectionner ça. On voit pas. On voit pas parce qu'il y a le curseur devant. Et puis je fais la même chose sur le deuxième nom ligne 1, c'est-à-dire je crée une deuxième ligne. Je dis que V1 égale V2, c'est-à-dire l'extrémité du premier et l'origine du second, et puis je donne une nouvelle extrémité au deuxième, et je crée la deuxième ligne, et ça me donne, vous voyez, la ligne ici. Là, cette fois, on la voit. Hein. Bon, alors, vous voyez que c'est infiniment simple pour créer des lignes. Donc voilà un petit programme, hein, vous pouvez le copier, ou faire une photocopie d'écran. Voilà le petit programme qui permet, le petit module qui permet de créer une ligne entre deux points. D'ailleurs, ce qui n'existe pas, de mes souvenirs sont exacts, comme opération directement dans l'interface. Ici, si je fais Shift A, par exemple, je ne peux pas créer une ligne. Je crois qu'il n'y a pas de ligne. Hein. Ou alors c'est dans les extras, et ainsi de suite. Voilà. Alors ça, c'est un moyen de créer des lignes très facilement. On va voir, on va l'utiliser après parce que nos équations vont donner une suite de petits segments qui vont décrire la courbe que je veux représenter hein, dans ce que je vous ai montré au début.
Alors, ce deuxième petit bout de programme, qui est construit donc un petit peu à la suite du précédent, puisque j'ai créé, vous voyez, j'ai deux lignes, hein, ligne 0 et ligne 1, voilà ici, on les voit là, hein. Elles sont là, 1, 2, je voudrais les regrouper, enfin, pas tout de suite, mais déjà les sélectionner pour après les regrouper. Alors, on va déjà voir comment on peut les sélectionner, voilà, Select Object. Eh bien, alors, ça peut paraître simple, mais en Python, ça nécessite un petit travail. Alors, comment faire? Bon, là, c'est simplement, on n'a pas besoin, là. Bon, mais c'est pour nettoyer la toggle, console. On verra tout à l'heure. Ensuite, alors, il faut d'abord tout les sélectionner. Donc ça c'est BPY objet select all. Hein, ça prend tous les objets et ça les désélecte, tous les objets qui sont dans le monde de la scène. Ensuite, je vais créer une variable. Ce n'est pas nécessaire, hein, mais moi je crée, vous allez voir pourquoi, parce que ça évite d'écrire des choses très longues après. Je crée une variable call qui est la collection de la scène. Hein. Elle est là, la collection de la scène, la voilà. Hein. Là, la voilà. Hein. Ne pas confondre ici la collection simplement et la collection de la scène. Hein. La collection de la scène, la scène collection, elle est là. Et puis, je vais prendre tous ces objets et pour les objets de cette collection, je vais regarder s'ils contiennent le nom ligne. C'est-à-dire, je vais écrire if ligne in obj name. Obj name, obj, c'est un objet pris au hasard là-dedans. Et je regarde si son nom contient ligne. Et s'il contient ligne, alors je fais objet.select set true. C'est-à-dire, je mets la sélection à vrai. Et là, théoriquement, tous les objets qui s'appellent lignes vont être sélectionnés. Alors, on va voir si ça marche. Bing, regardez, ici, vous voyez, les deux lignes sont en orange, donc elles sont sélectionnées, et on voit même ici que dans le panneau Properties, hein, elles sont sélectionnées. Donc, on a sélectionné ces deux lignes. Alors maintenant, il suffit de pas beaucoup pour créer la petite procédure qui permet de jointer, c'est-à-dire de coller les deux objets l'un avec l'autre. Une fois, hein, il y a toujours cette procédure qui consiste à sélectionner les objets, et je rajoute ici, vous voyez, je vais même mettre en commentaire, l'instruction qui permet de joindre, donc on va appeler ça jointure, c'est peut-être très très joli, jointure des objets sélectionnés, comme on le fait, hein, en mode classique. Hein. On prend l'un, hein, je vous rappelle comment on fait en mode interactif, c'est-à-dire en mode sur le panneau de 3D View. On appuie donc on sélectionne un, on appuie sur Maj, on sélectionne deux, ça permet de sélectionner les deux, on clique droit, et puis on va dans, je sais plus où c'est, Joint, voilà, CTRL-J, et on joint les deux, d'accord? Et bien là, on va faire la même chose, mais en programmation, et vous allez voir que ça marche aussi bien. On y va, boum, regardez, non seulement ici, vous avez les deux lignes qui sont ensemble, et ici, vous voyez, elles ont été réunies à l'intérieur de la première ligne 0. Hein. Je CTRL-Z, CTRL-Z, voilà, je vous montre bien la différence. Regardez bien le panneau Properties, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il y a ligne 0, ligne 1. Je lance la procédure, boum, et les deux sont réunis ici. D'accord? Voilà comment on peut joindre deux lignes.
Alors, un autre petit exemple que je voulais vous donner, mais qui peut être intéressant, il n'est pas en relation directement, mais j'en ai eu besoin après. Moi, quand j'ai travaillé sur les traceurs, c'est les collections, créer une collection. Par exemple, ici, vous voyez, collection contient les lignes que j'ai créées, hein, elles sont quelque part, d'accord, voilà, boum, elles sont là-haut, hein, bon, c'est pas facile à voir, mais si je peux bouger mon machin. Bon, elles sont là, les voilà, d'accord. Le problème, c'est de créer une nouvelle collection et de les mettre dedans. Ça peut être utile. Alors, pour ça, bon, j'ai fait ce petit programme, il commence par import BPY, et puis j'ai quelque chose en plus que je voulais vous montrer aussi, parce que ça peut être utile, c'est l'utilisation de la toggle console. Là, je l'ai sorti, hein, vous l'activez en allant dans Windows, toggle console system. Qu'est-ce que c'est que cette console? Eh bien, vous voyez que là, elle écrit les actions, si j'ose dire, les actions OS, Operating System. Hein. Elle écrit les actions de l'Operating System. Par exemple, ici, je lis un fichier blend, d'accord, ou je l'enregistre, d'accord, où je fais un certain nombre de travaux. On me met en écho ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ça fait appel à une fenêtre qui est la fenêtre de commande de Windows qu'on a en général en activant ici dans le menu démarrer, vous faites exécuter commande et vous tombez sur une fenêtre noire où vous allez taper les commandes de l'operating system, c'est-à-dire qui vous permettent d'envoyer directement la manipulation des fichiers et ainsi de suite dans le vieux langage qu'on utilisait sans l'interface visuelle des dossiers qu'on déplace et ainsi de suite. C'est-à-dire on envoie les instructions changer de directory, ainsi de suite. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps l'operating system, l'OS, quoi. Et ça, c'est visualisé ici dans la console Toggle. Alors, elle est utile parce qu'elle permet de voir éventuellement d'afficher aussi des choses quand on travaille. C'est-à-dire, si je fais print quelque chose, ça va s'afficher ici. Alors, un exemple, ici, j'ai fait par exemple un petit programme qui s'appelle nettoyer la console et puis afficher ceci et toggle console. Donc, vous voyez ce que je peux faire, Si je lance, boum, vous voyez, ceci est la toggle console. Voilà, ça affiche directement ce que je veux. Alors ça peut être intéressant parce qu'au cours d'une exécution, je peux montrer les résultats de certaines valeurs qui sont contenues dans certaines variables, par exemple. D'accord? Alors là, pour en revenir à notre petit problème simple, je vais donc, pour utiliser dans un programme Python, importer le module OS à la suite de BPY. Et puis, bon, ça c'est pour afficher les résultats, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est la suite, parce que notre objectif, c'est de créer, par exemple, une collection essai dans laquelle je voudrais mettre, par exemple, mes lignes, ici, hein, qui sont actuellement dans une collection qui s'appelle collection, d'ailleurs, qui est créée par défaut par Blender. Hein. Alors, pour ça, je vais créer une variable qui va contenir, si j'ose dire, l'enveloppe structurelle d'une collection, c'est-à-dire la structure d'une collection, mais vide pour l'instant. Et puis, je vais aller chercher la collection de la scène en cours, c'est-à-dire de cette scène-là, hein, et je vais l'affilier comme enfant. Je vais affilier essai, c'est-à-dire je vais mettre essai comme enfant de la collection ici, d'accord? Et je vais de la collection en cours, et non pas de collection, de la scène collection, hein, et là j'applique pour voir ce que c'est que la scène collection. Hein, la scène collection, je crois que c'est celle-là, d'accord? Alors si je lance, boum, vous voyez qu'essai a été créé ici dans scène collection, et j'ai structure collection, scène collection,
à l'adresse machin, d'accord? C'est-à-dire, il me dit, dans l'espace de calcul de Blender, la scène collection se tire à cette adresse-là. Hein. Voilà. C'est les effets des échos de mon travail. Alors maintenant, comment prendre ces lignes et les mettre, les deux lignes, hein, qui sont des objets ici de Blender, comment les mettre dans cette collection? Eh bien, je vais utiliser ce petit programme qui recommence pareil. Bon, je fais un print ou CLS parce que c'est mieux maintenant, j'ai pris l'habitude. Et puis, je vais dire, pour tous les objets de la structure des data objets qui est là, si l'objet en question a un nom qui contient ligne, eh bien, je vais le détacher de collection dans laquelle il se trouve actuellement. Alors ça, il faut bien savoir il faut savoir où sont les lignes en question. Et puis, je vais le mettre dans Essai. D'accord? Donc voilà, on va voir si ça marche. Boum. Vous voyez, hein, ça a déplacé les deux objets, ligne 0 et ligne 1, dans Essai. Ce qui me permet, moi, d'avoir ma petite collection à part avec ma structure des deux lignes qui sont quelque part à l'intérieur, je ne sais pas où, mais voilà. Hein, elles doivent être quelque part. On va dire un petit peu. Voilà. T. Je voudrais savoir où elles sont. Elles sont loin. Voilà, elles sont là. Voilà, je les ai. Voilà, et voilà. Donc, maintenant, elles sont rangées dans la collection Essai. Alors, toujours dans le but d'expliquer un peu la construction du traceur du début, il y a une structure de données que j'aimerais bien vous montrer dans Python, qui est très utile et qu'on utilise ici. Alors, je vais vous la monter schématiquement. Voilà, ce qu'on appelle une liste. Alors, qu'est-ce que c'est une liste? C'est une structure de données, c'est-à-dire une organisation des données sous une certaine forme. Alors, l'idée, c'est la suivante. On va ranger des objets, tous les mêmes, hein, c'est tous la même catégorie, on va dire, parce qu'on peut avoir une liste de, je sais pas moi, de cubes, de tomates, de pommes, mais tous les mêmes, c'est-à-dire tous les contenus, hein, ce que j'ai écrit dans les contenus, sont les mêmes. Et alors, comment c'est organisé? Vous voyez qu'en réalité, c'est des petites boîtes qui sont rangées les unes derrière les autres avec des numéros. Hein, qui se suivent, hein, c'est chaîné, si j'ose dire. Ça s'en va comme ça autant qu'on veut, hein, on donne la dimension que l'on veut, et il y a ce qu'on appelle un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, un quatrième élément. D'accord? Et ça, dans Python, ça existe, et on l'utilise, nous, assez souvent. Alors, pour vous donner un exemple de l'utilisation et comment on manipule, quelles sont les instructions, comment on crée cette structure, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Donc je pousse ma petite représentation, si j'y arrive. J'y arrive pas. Ça ouvre d'autres fenêtres, c'est intéressant. Voilà, voilà, je l'ai fait disparaître. Et je vais aller chercher un petit programme que j'ai fait qui s'appelle list. Alors, comment c'est fait? Eh bien, alors déjà, je vais vous faire apparaître la toggle console, parce qu'elle va être ici intéressante parce qu'elle va me permettre d'aller voir le contenu de la structure de données. Hein. Python, c'est un langage d'objets que l'on manipule, mais bon, on ne voit pas les données. Donc, ce que je vais faire, je vais aller donc ici dans Windows, toggle console. Voilà, la voilà. Hein. Bon, là, vous voyez qu'il y a eu un petit écho parce que j'ai sauvé mon travail à un moment donné. Mais je vais continuer ici avec ça. Alors, comment je vais faire un petit peu pour faire une liste? Bon, alors d'abord, j'importe le PY, j'importe OS pour nettoyer la console, hein, pour que vous voyez un peu ce qui se passe dans la console, et puis que vous voyez aussi le contenu de la liste. Alors, comment je crée une liste? Par exemple, ici, je crée une variable
qui s'appelle variable list, voyez, et je mets dedans 2 crochets ouverts, ça veut dire que je l'initialise à rien, je mets rien dedans, d'accord? C'est après, selon la nature de l'objet, les objets, mais ça va être toutes les mêmes, hein, j'insiste, c'est tous les éléments de cette liste doivent être les mêmes, c'est-à-dire si c'est des nombres, c'est des nombres, si c'est des strings, enfin des chaînes, c'est des chaînes, et ainsi de suite. Ça peut être des choses très compliquées. Et là, je vais mettre des éléments dans cette liste. Comment je vais faire? Par exemple, j'ai décidé de mettre des éléments qui sont des chaînes. Et puis bon, pour illustrer un peu, j'ai appelé le contenu élément suivi d'un numéro, qui est le numéro dans la liste. Hein. Je vous rappelle l'idée il y a un numéro et un contenu. Alors, donc ici, je dis tout simplement la liste, varList, la variable liste, happen, c'est-à-dire je lui affecte quoi? Le contenu élément plus la conversion en chaîne de i étant un nombre qui est compris entre 0 et 4, d'accord, hein, parce que for i égale for i in range 0, in range 4, ça veut dire i varie de 0 à 4, hein, faites attention, ça commence toujours à 0. Alors là, je remplis donc, ça va être, le premier élément, ça va être élément 0, ensuite élément 1, élément 2, élément 3, élément 4, voilà, d'accord? Voilà ce que ça fait ici. Et puis, je veux aller voir ce que ça donne, et puis l'afficher dans la toggle console. Il y a d'autres moyens, mais c'est le plus simple. Et puis, je veux les voir un par un, d'accord? Puis je vais même faire les choses bien, c'est-à-dire que je vais faire apparaître ici le numéro de la... Oh, non, puisque je l'ai derrière, c'est pas la peine, liste i, et ça apparaît tout à fait naturellement. Alors, je réaffiche ma console pour qu'on voit. Alors, je vais lancer le petit programme et puis vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je regarde ici, vous voyez, j'ai élément 0, élément 1, élément 2, élément 3. D'accord? Et donc, j'ai affiché le contenu de ma liste. Donc, vous voyez, c'est facile. On crée une liste, on les met là. Alors, ça peut être utile, ça, parce que, par exemple, quand dans mon traceur, je trace une série de points, hein, je les affiche, en gros, dans la 3D, dans le panneau 3D, je peux mémoriser leurs coordonnées au fur et à mesure que j'affiche. Et après, bien sûr, je vais faire un parcours pour relier ces points pour faire un tracé. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai montré cette structure de liste. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est très simple. Les instructions de base, hein, c'est varList égale crochet, crochet vide. Pour accéder à un élément, vous faites varList, enfin la variable de la liste, crochet i étant un entier. Et puis pour ajouter un élément, vous faites varList, enfin la variable de la liste, point append, et puis ce qu'il y a entre crochets, entre parenthèses, d'accord? Voilà. Alors, passons maintenant à l'assemblage de tous nos petits modules qu'on a vus ensemble au cours des exercices précédents, pour arriver à notre traceur. Alors on va prendre un exemple, ici on va prendre un exemple de courbe paramétrique. Voilà le début de ce qu'on appelle une hélice. C'est les coordonnées du point M qui parcourt ici, ça va être issu du calcul suivant. Alors si on considère T ici, l'angle qui sépare ici, on va considérer que ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y et ça c'est l'axe des Z. L'angle ici, c'est l'angle T. R, c'est le rayon, hein, puisque en gros une hélice, c'est inscrit sur un cylindre, hein, le cylindre étant le cylindre vertical issu de ce cercle-là. Et donc on va avoir pour l'abscisse et l'origine R cosinus T, R sinus T, qui sont en gros l'équation d'un point mobile sur le cercle, mais on va ajouter une constante P qu'on appelle le pas, multiplié par T, c'est-à-dire par la rotation. À chaque fois que
le point tourne, si j'ose dire, eh bien, sa cote s'élève de la quantité PT. Hein, c'est comme une vis, hein, quand vous tournez une vis, hein, en gros, à chaque fois que vous tournez, elle avance, ou elle sort, ça, selon les cas. Voilà, en gros, c'est ça qu'on va essayer de représenter avec notre système de traceur. Alors, bien sûr, c'est un exemple. Après, je vous montrerai où est-ce qu'il faut changer pour faire une autre équation paramétrique. Alors, pourquoi ça s'appelle une équation paramétrique? Parce que les coordonnées x, y et z dépendent des valeurs d'un paramètre qui s'appelle ici t, t étant ici l'angle de rotation du point M autour de l'axe des z. Voilà. Bon, alors, maintenant, comment va-t-on faire ça? Alors, vous allez reconnaître un petit peu nos petits modules. Voilà. Bon, alors, en entrée, on importe BPY, import OS, hein, toujours pour la même raison, pour afficher des petites choses, on en a besoin de temps en temps. Import BMesh, donc, pour créer nos lignes, hein, parce que je vous rappelle que, que la courbe qu'on va essayer de tracer, c'est une suite de petits segments occupés par un point P qui se déplace. Hein. Bon, et puis mat import étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, on va utiliser donc des fonctions du module mat, mais on va les importer tous de telle manière à éviter d'avoir à écrire en préfixe comment on pourrait dire, le mot mat. C'est-à-dire quand on veut prendre un cosinus, si on importe simplement le module mat, si on fait import mat simplement, on va avoir à chaque fois à écrire mat.cosinus. Tandis que si on fait from mat import étoile, on importe tout d'un seul coup le module et on a accès direct, ce qui nous permet d'écrire directement cosinus sans écrire mat. Donc faites bien attention à ça parce que c'est assez important. Bon, maintenant entrons dans la suite. Alors là, vous reconnaissez, hein, je vous renvoie à ce que j'ai fait, c'est-à-dire tracer une ligne entre deux vertices. Hein, les paramètres transmis, c'est vertice début et vertice de fin. Enfin, c'est pas des vertices, hein, c'est des points exactement. Parce qu'au début, ce sont des points de coordonnées x, y, z. Ici, un autre point x, y, z. Qui vont devenir des vertices en sortie, puisque ils vont devenir un élément d'un B-mesh. Voilà le nom. Le nom que j'ai choisi. Donc vous retrouvez la même structure hein, et l'utilisation de B-mesh qui facilite la manipulation des mèches. Bon, le print, c'est pour effacer un petit peu les choses. Dans la fenêtre Toggle System. Alors maintenant on rentre dans la zone, dans le programme. Alors vous avez ce qu'on appelle la zone de calcul. Alors là j'ai eu un petit problème, je vais vous en parler. La zone de calcul, c'est-à-dire qu'en gros je vais avancer mon point en fonction du calcul de la, comment s'appelle, de l'hélice. Et je vais conserver ces points dans un stockage, d'accord? De telle manière à pouvoir réunir mes points. Alors, je commence donc ici par de mettre les références de mon cube, qui est mon traceur ici, hein, mon pointeur si vous voulez. Je le mets en une coordonnée 1, 1, 0, comme ça pour mon point de départ. La liste des points que je vais mémoriser au fur et à mesure, je vous ai parlé des listes, là je vais mémoriser des points. Alors vous allez voir que j'ai eu un petit ennui et j'ai tourné la difficulté, mais bon. Alors le nombre des points, j'en ai pris beaucoup. Le nombre des itérations pour calculer ces points, j'en ai pris pas mal, j'ai pris 1000. R, c'est le rayon de la... je vous rappelle, ici vous avez... R, c'est le rayon ici de l'hélice, on peut dire encore comme ça. Voilà, hop. Et T est calculé par rapport à un certain pas ici. Hein, je vous rappelle le pas. Ici, hein, le pas, c'est
l'augmentation de la cote en fonction de la rotation, et il est calculé par rapport à pi et à i. I étant l'itérateur qui va m'envoyer à chaque fois, qui va faire tourner le programme pour le faire avancer pas à pas et tracer mes différents points. Alors, l'ennui que j'ai eu, c'est que je n'ai pas réussi à à stocker d'un seul coup l'objet location dans la liste. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à faire list point happen objet location. Je suis obligé de passer par l'abscisse, l'ordonnée et la cote de l'objet location, de les séparer et de mettre que ce triplet est stocké dans la liste que j'ai appelée list point, d'accord, que j'ai initialisé ici. Donc en entrée je stocke ça, d'accord, et puis je vais calculer objet x r cosinus t, donc l'abscisse du point, r sinus t, l'ordonnée du point, et 0,5 étant le pas que j'ai choisi arbitrairement, hein, on peut changer, j'aurais dû mettre une variable, mais bon, j'ai mis 0,5, étoile, t étant le paramètre de rotation, hein, qui est calculé ici. Et à la fin, quand j'ai fini de faire ça pour les 1000 pas, hein, je stocke de nouveau le dernier point. Vous verrez que c'est tout simplement que sinon je ne le stocke pas. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais afficher. Comment je vais afficher? Eh bien, je vais tout simplement prendre dans la liste que j'ai stockée, la liste de tous mes triplets, je vais prendre un point, P, à l'indice I, et le point suivant, et je vais tracer la ligne qui relie PQ à nom, alors nom étant génériquement calculé, nom reçoit ligne, qui est là à la base, plus str de i, c'est-à-dire la conversion en lettres, en string, de l'indice i de parcours, la fiche n et p, hein, pour les voir. Alors ensuite, je désélectionne tout, parce que là, j'ai créé mes vertices, si vous voulez, j'ai créé ma ligne, et maintenant, ce que je voudrais, c'est rassembler tous ces petits segments, parce que tous ces petits segments sont indépendants, hein, ils sont créés les uns après les autres. Je voudrais les regrouper en une seule ligne. Alors pour ça, je vais faire un joint. Pour ça, je fais un petit peu comme je l'ai montré dans le module. Je désélecte tout. Je sélectionne, je le montre ici, la ligne 0 pour éviter le cube étant sélectionné, sinon il me gêne. Il est actif, si vous voulez, quelque part. Donc, sélectionnant la première ligne, je désélectionne le cube, je désactive le cube, je prends donc la variable de collection générale, et pour tous les objets qui contiennent ligne, je les active, d'accord? Et ensuite, je fais un joint. Et théoriquement, si ça marche bien, vous allez voir, ça donne mon hélice. D'accord? Voilà. Hein?